Bonjour et bienvenue dans ce journal de la Défense, numéro spécial consacré au Kosovo. Alors nous sommes ce mois-ci sur le pont d'Austerlitz à Paris. Il existe aussi un pont d'Austerlitz au Kosovo, à Mitrovica, comme l'ont baptisé les militaires français qui étaient sur place. Reportage. Retour sur l'action et l'investissement français dans la poudrière des Balkans. Le pont de Mitrovica, l'autre pont d'Austerlitz. Au-dessus de Libar, la rivière qui coupe la ville en deux. Au nord, une communauté majoritairement serbe. Au sud, il ne reste plus que des Albanais. Un pont entre deux rives qui fut à maintes reprises le théâtre de violents affrontements interethniques pendant une dizaine d'années entre 1999 et 2009. En 1995, Fin des années 90, Slobodan Milošević lance une politique de ségrégation au Kosovo et réprime brutalement toute opposition. Un véritable nettoyage ethnique est engagé auprès de la population albanaise. Le président serbe en profite également pour annuler le statut d'autonomie de ce territoire de l'ex-Yougoslavie. La communauté internationale soupçonne un plan d'épuration ethnique. Jour après jour, le monde regarde des milliers de Kosovars jetés sur les routes. Plus de 860 000 Albanais du Kosovo sont expulsés par les Serbes vers la Macédoine et l'Albanie. Le 23 mars 1999, tous les efforts pour parvenir à la sortie d'une crise politique ont échoué. L'OTAN décide donc de frapper pour faire plier Milošević. C'est le début de l'opération Force déterminée, une campagne aérienne massive. 800 avions en provenance de 14 nations effectuent 35 000 sorties aériennes. Des frappes qui seront menées jusqu'au 12 juin 1999, date de la signature des accords de Kumanovo, qui permettent notamment le déploiement de la Kosovo Force, la KFOR. La résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU définit les missions de cette force. Prévenir la reprise des hostilités, maintenir le cessez-le-feu, assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publique, assurer la protection et la liberté de circulation. Mon général, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir sur ce qu'a été la présence française au Kosovo, mais d'abord votre témoignage. Expliquez-nous comment cela s'est passé quand vous êtes arrivé sur place. Je crois que le fait qu'il faut souligner en priorité, c'est qu'il s'agissait de la première opération de force terrestre de l'OTAN entrant en premier sur un territoire dont on ne savait pas s'il serait hostile ou pas, compte tenu de la position et de l'attitude des Serbes à l'époque. Cette force avait d'ailleurs, il faut aussi le souligner, été précédée par une force d'extraction des vérificateurs de la communauté internationale qui avaient été mis en place au Kosovo. C'était des gens sans armes. Et donc, en cas de chantage sur ces vérificateurs, cette force avait, depuis la Macédoine, mission d'aller chercher les vérificateurs. Et elle avait aussi un rôle dissuasif vis-à-vis des Serbes. Et il faut souligner qu'elle était commandée par le général Marcel Valentin, qui a en fait été donc de facto le premier commandant français d'une force de l'OTAN. Alors justement, expliquez-nous dans ce dispositif international, quelle a été précisément la mission, le rôle des militaires français ? Eh bien, les militaires français ont eu un rôle très difficile. Dans cette opération, il y avait 5 grands contingents, un anglais avec le corps de réaction rapide de l'Arc. Il y avait les Américains, les Italiens, les Allemands, et puis la brigade française aux ordres du général Bruno Kusch, la brigade Leclerc, qui avait la mission de prendre le contrôle de la partie nord du Kosovo, centrée sur Mitrovica, qui était la zone la plus critique, puisque c'était la ligne de fracture vraiment entre population albanaise et population serbe, comme on a pu le constater dans les années qui suivaient. 8100 soldats accueillis en héros par les populations locales. Venus accompagner la paix au Kosovo, ce sont plus de 50 000 hommes d'une trentaine de nations différentes qui seront déployés. En septembre 1999, la nomination d'un représentant spécial des Nations Unies au Kosovo, en la personne du Français Bernard Kouchner, désigné par l'ONU, vient renforcer cette volonté d'apaiser les tensions. Pendant 18 mois, il s'essaiera à créer une administration et un système politique pour remettre sur pied une économie anéantie par 3 années de guerre. Dès leur arrivée,
les militaires de la Brigade Nord ont découvert une région où la violence n'avait fait que régner. Dans les 3 premiers mois, les gendarmes français enquêtent sur plus de 2000 crimes et délits. 529 charniers sont mis au jour. Autre contribution majeure des forces françaises, le déminage. Pour consolider la paix, il faut détruire toutes les caches d'armes et déminer le territoire kosovar. De la cartouche de Kalachnikov aux obus de mortier, des roquettes aux missiles et aux mines antipersonnelles, plus de 40 000 munitions diverses seront détruites. Un autre chantier essentiel, celui de la dépollution. Dans la région minière de Strepča, l'usine à batterie est en ruine. Les soldats de la KFOR interviennent pour prévenir toute catastrophe écologique. Le 28 octobre 2000, les premières élections démocratiques et libres du Kosovo sont organisées sous le contrôle de l'OSCE et de l'ONU. Des municipales en forme de test pour l'administration internationale, un premier pas vers l'apaisement de la situation. Suivront 8 années de présence française, avec pour seule mission celle de consolider la paix. De 2000 à 2008, sans relâche, les militaires effectueront des patrouilles, de la recherche de caches d'armes et des actions d'aide et de développement auprès de la population civile. Autre mission de taille, celle de former et d'entraîner la Kosovo Police. Le 17 février 2008, le Kosovo s'autoproclame indépendant. C'est une région du monde fragile, à l'histoire mouvementée. C'est pourquoi la naissance d'un pays aujourd'hui comme le Kosovo suscite à la fois l'euphorie légitime d'une population qui en rêve. Après la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie et le Monténégro, c'est le 6e État né de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Jérôme Bonny, Bruce-Broussoir. Explosion de joie cet après-midi dans les rues de Pristina. C'était génial, c'était vraiment super. Un jour qu'on n'est pas prêt d'oublier. Plusieurs générations l'ont attendu, l'ont rêvé et sont morts pour cette indépendance, pour cette liberté et pour cette liberté de circulation au Kosovo. Aujourd'hui, le Kosovo reste une république partiellement reconnue par la communauté internationale. Un État à peine plus grand qu'un département français, peuplé de 2,5 millions d'habitants. 92% sont albanais. La minorité serbe, elle, représente aujourd'hui 5% de la population. Il faut se battre, quoi. Il faut travailler, il faut reconstruire le pays, il faut investir, il faut être présent. Il faut que nos politiciens qui comprennent mieux quand même qu'un pays tout à refaire parce qu'il a été détruit pendant la guerre. Donc on a trop souffert. Et puis maintenant, il faut que tout le monde comprenne qu'il faut tout refaire, quoi, en fait. Une reconstruction difficile. 65% des Kosovars ont moins de 30 ans. C'est l'une des plus jeunes populations d'Europe. Mais c'est aussi l'un des taux de chômage les plus élevés, avec 60% de demandeurs d'emploi. Nous, les Kosovars, les jeunes Kosovars, on est bloqués, on va dire, comme dans un ghetto. Alors nous emmenons en France, il y a des intérims pour travailler. Ici, ça n'existe pas. Il faut connaître quelqu'un, il faut connaître le ministre pour avoir un travail. L'indépendance n'y fera rien. Économie souterraine, dérive mafieuse, et pourtant la jeunesse veut encore y croire et nourrit des rêves européens. Bien sûr, je n'ai pas la même vie qu'un jeune Européen, mais je suis bien plus heureuse qu'avant la guerre ou pendant la guerre. Un dernier salut au fanion, le 28 février 2011, avant la dissolution de la Brigade multinationale Nord au Kosovo. Depuis 12 ans, les conditions de sécurité dans cette région ne cessent de s'améliorer. C'est tout naturellement que les militaires français procèdent à une nouvelle phase de désengagement. Aujourd'hui, une page importante de l'investissement de la KFOR dans la partie nord du Kosovo se tourne. Dans ce nouveau Kosovo, la KFOR n'agit qu'en 3e rideau. Derrière la police du Kosovo, la KP et Eulex. Eulex, une mission civile de l'Union européenne qui vise à promouvoir l'état de droit au Kosovo. Aujourd'hui, nous réorganisons nos troupes. C'est une nouvelle étape pour mieux préparer l'avenir de cette région. Les militaires ont rempli leur mission première, celle de rétablir la paix,
grâce aux différentes missions remplies entre 2000 et 2008. La sécurité des populations est aujourd'hui assurée, ce qui a permis de désigner les instances gouvernementales et de rétablir l'état de droit. C'est tout naturellement que l'OTAN procède à un retrait de ses troupes. Lors de la première phase, les effectifs de la KFOR comptaient 8000 hommes répartis dans 4 bataillons. Avec le passage à une nouvelle phase de désengagement, ne restent que 5000 hommes et 2 bataillons de manœuvre. Le premier à l'ouest du Kosovo, à Peć, et le second à Bondestil, à l'est. La brigade, telle qu'elle est nouvellement conçue, est plus flexible. Une compagnie française ainsi qu'une marocaine et une allemande sont déployées au camp de Novo Selo. Ces hommes sont bien entraînés et capables d'agir en tout lieu sur le territoire. Parallèlement à cette structure opérationnelle, la KFOR met en place les JRD, les Joint Regional Detachments, sorte d'ambassadeurs du commandant de la KFOR auprès des autorités locales. Leurs missions seront tournées vers les institutions et les populations dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action civique. Quelques heures plus tard, au quartier général. Il est minuit passé, la brigade multinationale Nord est désormais officiellement dissoute et l'heure est à la destruction des données. Plus de 10 années vont être sauvegardées puis effacées en quelques heures par une équipe de nuit. Cette nuit, nous avons 24 heures pour retirer tout le matériel informatique du bâtiment sur 3 réseaux différents, ce qui représente à peu près 80 machines, afin de laisser de la place à l'embryon du Battle Group Est qui s'installe. Chaque ordinateur est vidé de toutes ces informations. Secret défense oblige, rien ne doit être laissé sur les disques durs. Donc on supprime concrètement toutes les données qu'il y a sur le PC pour que ce ne soit pas réutilisé derrière par personne en fait, tout simplement. Toute la nuit, ces spécialistes en informatique vont archiver et classer les données d'une douzaine d'années de présence française. Le lendemain, le démontage des moyens français se poursuit. Une fois les informations effacées, les stations et outils informatiques sont répertoriés, triés et stockés dans les conteneurs. Ces matériels pourront servir à nouveau sur d'autres bases françaises ou être restitués à leur régiment d'attache. Le passage à la phase 2 implique une manœuvre logistique de grande ampleur. Pour l'occasion, l'opération a nécessité la création d'un centre opérationnel de désengagement constitué de 90 personnes. Nous retirons tous les matériels d'environnement des unités françaises qui représentent à peu près 280 containers, une partie que vous avez devant vous, qui représente à peu près 1300 tonnes de fret qui seront acheminées vers la France, débumées par un affrété, donc un bateau opérationnel qui est dédié à l'opération Trident. 120 véhicules seront également rapatriés sur le territoire français et rendus aux régiments qui ont prêté le matériel. Mais avant cela, chaque engin, comme ici ce véhicule blindé, est nettoyé et réparé afin d'être opérationnel dès son retour. Le rude climat du Kosovo a endommagé les appareils et un examen de contrôle est nécessaire avant leur retour en France ou leur prochain départ pour d'autres missions. Au camp du maréchal de Lattre de Tassigny, situé à Novo Selo, un autre secteur est concerné par cette nouvelle étape du désengagement, celui de l'économat des armées. Cette centrale d'achat qui dépend du ministère de la Défense s'occupe de la restauration des militaires en opérations extérieures, mais également de leur hébergement, de l'entretien des structures, des services d'eau ou des loisirs. En cuisine, ou derrière les comptoirs, on compte une trentaine de civils français de la Défense, envoyés pour quelques mois au Kosovo, mais aussi surtout quelques 154 civils kosovars d'origine serbe et albanaise qui se sont liés d'amitié avec les forces françaises. Ce sont souvent des civils locaux dont le salaire a fait vivre des familles entières pendant des années. Soucieuse de leur avenir, l'armée française met un point d'honneur à les aider à continuer à travailler ensemble. Des fois, nous employons à rechercher des entreprises avec qui nous avons travaillé pour essayer d'ouvrir des postes à ce différents personnels. Et dernièrement, avec monsieur l'ambassadeur de France au Kosovo, nous avons eu une démarche où nous allons lui transmettre des dossiers de nos personnels intéressés pour que lui puisse ouvrir vers des sociétés françaises ou des sociétés avec qui il a des possibilités d'emploi, voire peut-être aussi à l'ambassade de France. Autre chantier pour l'armée française, la rétrocession du camp du Belvédère, situé au-dessus de la ville de Mitrovica. Ces bâtiments préfabriqués ont abrité les militaires français pendant plusieurs années. Après leur départ, ce sont des familles avec peu de moyens qui investiront les lieux. Mais avant cela, il faut transformer le site et faire disparaître toute trace de leur passage. La préoccupation du commandement est forte vis-à-vis de toutes les
les questions de dépollution, à la fois je dirais des pollutions visuelles, puisque là le but est de laisser le camp dépouillé de son aspect le plus militaire, mais également bien sûr des pollutions de toutes les pollutions type hydrocarbures ou qui pourraient avoir été provoquées sur le camp et qui sont d'ores et déjà planifiées dans les prochaines semaines après le départ des unités. On va remettre les terrains en état, comme ils étaient lorsque nous les avons pris en compte, et on va restituer soit à la CAFOR, soit à l'UNMIC, soit aux propriétaires privés lorsqu'on a loué des terrains pour installer des équipements. Tout ceci, ça relève d'un certain nombre de règles qui ont été écrites, qui sont parfaitement, je dirais, connues, qu'on va appliquer. J'ai des officiers chargés du domaine du contentieux, c'est-à-dire si on a fait des dégâts, une route défoncée, un mur couché, soit on répare, soit on rembourse. J'ai un spécialiste environnement qui va s'assurer que la dépollution est conforme aux normes européennes et aux normes françaises. Restituer les installations sans pollution. Un geste de la France envers le Kosovo. Un signe qui ne trompe pas sur les rapports entre les deux pays. Je voudrais remercier la CAFOR française. La partie nord du Kosovo, et plus particulièrement la partie nord de Mitrovica, représentait un vaste défi à relever. Ce qui explique que l'engagement de la CAFOR française ait été bien plus grand que celui d'autres nations au Kosovo. Je leur en suis très reconnaissant. On a eu beaucoup de chance d'avoir comme amis les officiers français. Le passage à la phase 2 entraîne par la force des choses une modification du dispositif français. 300 hommes sont maintenus au sein de la CAFOR. Les compagnies françaises et allemandes sont issues de la brigade franco-allemande. L'escadron assure également la surveillance de 2 sites. Un peloton a notamment pour mission d'assurer la sécurité de Devic, à une quarantaine de kilomètres de Mitrovica. Là, il y a 7 ans, le monastère orthodoxe de la ville avait été entièrement brûlé par des émeutiers albanais lors d'une explosion de violence. L'édifice a été reconstruit et les 6 religieuses d'origine serbe l'occupent à nouveau. Le monastère a retrouvé sa tranquillité. Au jour d'aujourd'hui, les 2 communautés semblent pouvoir coexister relativement pacifiquement. Les différentes missions assurées par la Kosovo Police nous montrent déjà qu'on part sur une bonne direction. Second site à faire l'objet d'une surveillance des militaires français, DOG 31. Un poste de contrôle frontalier le long du lac de Gazivodé, entre le Kosovo et la Serbie. Un fossé a toujours existé entre ces deux cultures, religion, alphabet, monnaie et drapeaux différents. La présence de la CAFOR a contribué à diminuer ces tensions. Pour s'en assurer, les forces françaises effectuent encore aujourd'hui des patrouilles au nord dans la partie serbe de la ville. On appelle cela le contrôle du milieu. On se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure au niveau du pont d'Austerlitz. Tu passes par la petite Bosnie, tu fais un petit tour. Et puis nous on redescend juste l'ex-Jasmin. À la recherche du moindre indice, des magasins fermés, des étals rentrés qui annonceraient une potentielle manifestation, des signes d'hostilité de la population, un blocage de rue ou encore un attroupement. Mais comme c'est le cas depuis longtemps maintenant, l'heure est à l'apaisement. Le pont de Mitrovica reste un symbole. Autrefois désert, il est aujourd'hui encore gardé. Mais c'est un point de passage plus emprunté, une avancée notoire. Ce pont est très gardé, mais il est gardé par les Kosovars et aidé aussi par la communauté internationale. C'est vrai qu'il est très gardé, c'est vrai qu'il est l'emblème de ce que l'on voudrait demain, c'est-à-dire un pont entre les communautés, des vraies relations. Je vous avoue que cela vient tout doucement. La confiance peine à s'établir entre les communautés, mais on peut espérer qu'avec le temps et avec beaucoup de volonté et l'aide de la communauté internationale, cela arrivera. Et le Kosovo a toujours besoin de l'aide internationale pour finir de se reconstruire, pour faire face à une situation économique difficile, ainsi qu'à l'augmentation croissante des demandes d'asile, en particulier vers la France. La mission des militaires français touche à sa fin, et c'est désormais aux institutions civiles de poursuivre la reconstruction du pays. Une fois cette nouvelle phase de désengagement achevée, le passage à la 3e phase correspondra à une nouvelle réduction d'effectifs au Kosovo, toujours en tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire, mais aussi politique sur le terrain.
Voilà pour ce reportage réalisé au Kosovo en mars 2011. Alors le désengagement français se poursuit. On va en parler avec le capitaine de Clermont-Tonnerre. Bonjour capitaine. Bonjour. Vous rentrez justement du Kosovo. Expliquez-nous comment se passe ce retrait et ce qu'il reste aujourd'hui de la présence française là-bas. Alors effectivement, avec la dissolution du Battle Group North depuis le 28 février 2011, Battle Group qui était commandé par la France, le dispositif s'est réorganisé. Nous avons à l'heure actuelle 3 compagnies internationales, une marocaine, une allemande et une française, placées sous la responsabilité des Américains dont le poste de commandement est à l'est du pays. Et d'autre part, nous avons à l'élément de soutien national France environ 200 militaires qui sont en responsabilité de soutenir l'aspect logistique du camp de Novo-Selo. Merci, capitaine, pour cet éclairage sur ce reportage consacré au Kosovo. Ainsi se termine ce journal de la Défense. On se retrouve le mois prochain. Très bonne suite de programme sur LCP.